Bien, nous allons aborder maintenant cette merveilleuse Europe sociale, cette Europe qu'on aime, cette Europe démocratique. Enfin, sauf si, comme dit M. Juncker, on envisage éventuellement de rejeter une des règles européennes. À ce moment-là, toute protestation est anti-démocratique. Et d'après la question que vous pouvez lire, on va commencer par un petit clin d'œil à l'Allemagne. En fait, moi je voulais vous parler au départ de la Grèce, et puis les élections du week-end sont bien tombées, puisque Angela s'est retrouvée en jupon. Une défaite électorale allant très au-delà en fait, des pires prédictions. Mais il faut dire que les prédictions, évidemment, ce sont celles qu'on lit dans la presse optimiste, si j'ose dire, la presse pro-européenne, européiste. Et évidemment, là, on chausse des lunettes roses et on refuse évidemment de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Alors, je vais vous dire deux mots de l'Allemagne. Alors, moi, j'y ai séjourné un petit peu plus d'un an et 3 mois. Donc, c'est un pays que j'ai vu un petit peu évoluer. Qui ne ressemble plus vraiment à ce qu'il était, en tout cas dans les années 90, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin. Donc la question c'est pourquoi Angela Merkel, qui avait un pays qui allait plutôt bien, proche du plein emploi, a soudain accepté et même appelé les flots de réfugiés à monter dans la Ruhr, à Hambourg. Pas trop en Bavière, parce que là, il reste quand même un petit fond xénophobe. Mais en tout cas, toute la vallée du Rhin et toute la côte baltique, on veut dire que les réfugiés sont bienvenus. Alors, qu'est-ce qui lui a pris? Parce que en Europe, des chômeurs qui cherchaient du boulot, il y en avait quand même un certain contingent en Grèce, au Portugal, un petit peu en Italie, et je pense même sur la rive gauche du Rhin, côté français. Mais bon, Madame Merkel a décidé de faire venir massivement, au nom, on va dire, de sa fibre humanitaire, des réfugiés. Alors, tout le monde a, bien sûr, dans la mémoire, ces embarcations prêtes à chavirer, ou qui chavirent d'ailleurs lorsqu'il y a un petit peu trop de vent, de réfugiés complètement démunis, arrivant des côtes turques, etc. Or, en fait, en Allemagne, il y a beaucoup de réfugiés érythréens, éthiopiens, soudanais, et bien sûr un contingent important qui arrive de Syrie. Alors, des gens qui arrivent de Syrie, en Allemagne, mais c'est également le cas aussi en Suède et au Danemark, ce ne sont pas de pauvres airs, ce sont des gens qui, si ça se trouve, sont venus en prenant un billet d'avion sur des vols réguliers. Il y a des gens qui avaient, depuis longtemps en Syrie, depuis 2011, commencé à sentir que les choses allaient partir en sucette et qui ont commencé à délocaliser un petit peu leur patrimoine. Et qui peuvent donc arriver en Allemagne et en Suède dans de bonnes conditions. Ils arrivent d'ailleurs dans de tellement bonnes conditions en Suède et en Allemagne qu'ils font flamber les prix immobiliers. C'est très difficile aujourd'hui de se loger à Stockholm. Vous avez des gens qui n'ont pas encore d'emploi, qui ne travaillent pas encore, mais qui sont dans de très beaux appartements avec vue sur le... Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Stockholm. Enfin, vous avez une très très belle baie... avec de jolis bateaux, c'est tout à fait sympathique. Vous avez aussi beaucoup de réfugiés qui peuvent aller s'installer pas très loin de Francfort, Hambourg, Düsseldorf, ça va pas mal. Et puis vous avez tous ceux qui arrivent d'Afrique et qui sont aussi bienvenus en Allemagne. Alors cela c'est un peu plus compliqué parce que tous ne sont pas qualifiés pour travailler dans des usines chimiques ou dans des entreprises qui fabriquent des robots destinés à l'exportation, etc. Et puis surtout qui n'ont pas, on va dire, les mêmes codes culturels. Et je veux dire que là c'est un doux euphémisme, parce que quand on arrive d'Érythrée ou quand on arrive d'Éthiopie, c'est comme un petit peu le choc climatique
et le choc des cultures. Mais moi, surtout, ce qui me frappe dans le choix d'Angela Merkel, de dire réfugiés, vous êtes les bienvenus, rappelez-vous des scènes, les haies d'honneur dans les gares allemandes et à la sortie des aéroports, c'est que Angela ne s'est pas concertée ni avec François Hollande, ni Matteo Renzi, ni Monsieur Dehaene, ni avec grand monde. Juste, il a été averti un petit peu par la Hongrie et la Pologne qu'on ne voulait pas voir arriver ces flots de réfugiés, on ne voulait pas les voir déborder de l'Allemagne, mais enfin, Angela Merkel s'est concertée avec strictement personne. C'est quand même merveilleux, une Europe, alors certes, l'Allemagne est vieillissante, elle a besoin peut-être de bras, mais une Europe où chacun décide pour lui-même, sans se concerter avec les autres. Et ce que je trouve encore plus insensé, c'est que vous voyez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. L'Allemagne les a littéralement asphyxiés, les Grecs. Et aujourd'hui, c'est comme les Grecs qui accueillent le plus de réfugiés, avec en deux l'Italie. Lampedusa, tout le monde connaît. Il aurait été théoriquement logique de penser que l'Allemagne s'entendrait avec la Grèce pour la soulager du maximum de réfugiés. C'est absolument pas ce qui a été fait. Pas plus avec l'Italie. Et si la Grèce quémande quelques subsides pour venir en aide aux réfugiés, on va dire que pour l'instant, du point de vue de l'Allemagne, c'est un petit peu service minimum. Par contre, l'Allemagne accueille tout le monde, met à leur disposition du logement, éventuellement du travail. Mais bon, on aurait pu imaginer que dans la zone Europe, il aurait peut-être été prioritaire de donner d'abord du travail aux Grecs, aux Portugais, aux Italiens. Pourquoi est-ce que Mme Merkel fait venir des Érythréens, des Éthiopiens, des Afghans, des Syriens, qui, je le répète, sont probablement économiquement les moins à risque et les moins en détresse? Ben, tout simplement parce que l'Allemagne vieillissante se dit, voilà, de la main-d'œuvre pas chère. Ils n'ont pas de qualification. Ils parlent à peine l'allemand. Heureusement, Érythrée, Éthiopie, ça parle un petit peu anglais. Mais enfin, ça risque quand même d'être un peu compliqué. Donc, en fait, ces gens-là, on va leur destiner des métiers de service. Service à la personne, ce qui a déjà été évoqué précédemment, aussi bien par Pierre et Olivier. Donc, l'Allemagne dit tout simplement, on va continuer de faire comme on a toujours fait. Quand il y avait le boom de la croissance chinoise, on faisait sous-traiter en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie, et ensuite on mettait le tampon Made in Germany, et ça se vendait très cher, avec un euromarque qui convient très très bien à la structure industrielle et à la façon de produire allemande. Et aujourd'hui, on a besoin à nouveau d'une main-d'œuvre pas chère pour probablement venir en aide à la génération des baby-boomers qui partent à la retraite. Et là, on fait venir des gens qui vont accepter des salaires très bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne, depuis 2004, quelque part, c'est une sorte de Chine au centre de l'Europe, puisqu'ils font appel systématiquement à de la main-d'œuvre pas chère hors de leurs frontières. En mettant leur label, ensuite, ils maximisent la marge, et en plus de ça, la monnaie est parfaitement adaptée à leur modèle. Tous ceux qui n'ont pas été habitués à fonctionner avec une monnaie type marque, qui ne peuvent pas délocaliser leur production dans le pays voisin à bas coût, etc., on est tous un petit peu, excusez-moi, mais je pense qu'on se fait un petit peu avoir. Alors la riposte à ça, ça a été en Italie Matteo Renzi qui crée donc une sorte de Job Act, qui veut dire que le patron pendant 3 ans peut licencier sans préavis, sans indemnité qui il veut. Il n'a pas besoin de fournir d'explications. Donc ça c'est une façon de flexibiliser le travail. En Espagne, on a tout simplement dévalué les salaires de 25%, puisqu'on ne peut pas dévaluer la monnaie, donc on a dévalué la masse salariale. Et puis au milieu, de l'autre côté du Rhin, vous avez la France, alors elle qui ne veut évidemment pas bouger, complètement crispée, et il y a quand même un petit peu de quoi, concurrencée par une main-d'œuvre dont le coût a baissé de 25% au sud, concurrencée bientôt par une main-d'œuvre venue
d'Afrique ou du Proche-Orient et qui acceptera probablement des jobs à 500-600 euros. Donc je dois dire quand même que là, on se retrouve avec cette affaire des réfugiés devant quelque chose qui, quelque part, bouscule quand même, effectivement, notre modèle social et qui, à mon avis, même va le bousculer assez profondément. Je vais vite passer la parole à Olivier, mais je termine sur cette question. L'Allemagne, aujourd'hui, accueille à peu près tous les réfugiés, mais Mme Merkel, face à la déculottée qu'elle vient de se prendre, vient de nous dire, là, maintenant, on va se montrer plus sélectif. Donc, ils vont garder des gens qui les arrangent, ceux qui ont les qualifications qui vont bien, ceux qui apparaîtront compatibles avec les besoins, ou en tout cas le potentiel de création d'emplois que l'Allemagne va apporter, et ceux de ces réfugiés, parmi ces réfugiés, qui ne pourront pas apporter les services ou qui ne correspondront pas aux besoins, qu'est-ce que Mme Merkel va en faire? On a un exemple, il y a 10 ans, quand les Turcs faisaient plus l'affaire en Allemagne, eh bien, on les a un petit peu évacués. Beaucoup sont rentrés au pays en Turquie et beaucoup sont venus de ce côté-ci du Rhin, c'est-à-dire plaine d'Alsace. Donc une fois que l'Allemagne aura bien sélectionné les Érythréens, Éthiopiens, Afghans, Syriens qui leur conviennent, que feront-ils de ceux qui ne leur conviennent pas? Et où ces gens-là iront-ils? Alors on sait que la Pologne leur fermera les frontières, la Hongrie en fera autant, probablement la Tchéquie également, Slovénie, etc. Donc on peut se dire qu'à un moment qui n'est peut-être pas si lointain, si l'Allemagne n'a plus besoin de 2 millions de réfugiés, on va probablement atteindre les 2,5 millions fin 2016, début 2017, une fois que l'Allemagne aura sélectionné ceux qui lui vont bien, où vont aller les autres? Et quel impact cela va-t-il avoir sur le pouvoir d'achat et sur le niveau de vie moyen européen, puisque ces gens chassés d'Allemagne accepteront n'importe quel travail à n'importe quel salaire, y compris au noir. L'Europe n'est pas sociale. Faisons l'Europe plus sociale. L'Europe des travailleurs contre l'Europe, on dit l'Europe marchande, l'Europe des profits. Nous sommes, nous, socialistes et sociaux-démocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions, sur l'alignement de tous les pays d'Europe, sur le meilleur État social. La question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça, c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance. On va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Faire une Europe sociale, comme l'a souhaité le président de la République depuis fort longtemps, par l'adoption, par exemple, d'une charte sociale. Oui, Monsieur le Président, si sur la charte sociale, est-ce que le fait que ce soit simplement des bonnes intentions, vous n'êtes pas un peu déçu? Ce ne sont pas que de bonnes intentions. Mais d'un mot, Monsieur Delors, sincèrement, vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale? je suis un peu déçu. Il y aurait donc 49% des Français qui diraient non à l'Union européenne, au traité de Maastricht. Je crois que c'est non seulement un très sérieux avertissement pour une certaine façon de faire l'Europe complètement technocratique, uniquement autour du marché. Il est clair qu'il faudra y répondre concrètement dans nos choix, en particulier dans notre façon à l'avenir de construire l'Europe, qui devrait être plus sociale qu'aujourd'hui. L'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe vraiment solidaire. Et cette Europe de l'espoir doit être construite autour de la protection sociale qu'il faut maintenir et améliorer. Une Europe qui sache défendre à la fois son modèle de société, qui est fondé sur vraiment la justice sociale. Le traité de Maastricht est-il trop libéral? C'est ce que pensaient certains socialistes réunis aujourd'hui à Paris et qui voulaient y inclure des clauses sociales. Le socialisme va sortir de cette convention, de ce Conseil national, en renforçant sa conviction européenne, en marquant bien sa différence par rapport à la construction européenne actuelle. On a été trop loin dans le sens du libéralisme. Voyez-vous, toute cette affaire de construction européenne jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Jospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autre chose. Faire sa place au social dans la bataille économique que l'Europe doit conduire. L'Europe doit être bien sûr un marché sur lequel il doit y avoir des règles, des normes, et notamment au plan social. En Europe, nous sommes dans 11 gouvernements sur 15. À la tête de 11 gouvernements sur 15. Donc nous sommes en capacité de changer cette Europe-là, justement de la mettre sur de nouveaux rails. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que cette Europe elle est trop libérale ont raison. La priorité, c'est l'Europe sociale. Et concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on doit se fixer une série de critères de convergence sociaux
C'est l'Europe des droits sociaux, bien sûr, mais c'est aussi l'Europe d'un ensemble de sujets comme les services publics qui doivent être au cœur de la construction européenne, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Ce modèle social européen, il est absolument essentiel pour convaincre nos peuples. Aujourd'hui, la grande question sur le plan social, est-ce que le traité est un progrès? Il est un progrès. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Vous ne pouvez pas dire que la Charte des droits fondamentaux, c'est pas un progrès considérable. Parce qu'il n'y avait aucune Charte des droits fondamentaux dans aucun traité européen jusque-là. Mais ce traité-là, ce qui est neuf dans ce traité-là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie. Les Français rejettent la Constitution européenne. Oui, il faut une Europe qui combat la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. On a besoin d'une Europe aussi qui soit plus solidaire, parce que il faut davantage de justice et de justice sociale. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale, avec une coordination des politiques sociales. Pour mener à bien cette coordination, des indicateurs vont être définis. Le président de la République doit se sentir soutenu, pleinement soutenu, pour toutes les initiatives qu'il a prises pour réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, mais aussi d'une Europe qui soit beaucoup plus sociale et plus solidaire. Bref, nous voulons une autre Europe. C'est les jeunes socialistes et le socialisme qui représentent le mieux cette Europe. Une Europe qui soit efficace, essentiellement, qui soit solidaire et qui soit porteuse d'avenir et d'espoir. Car nous voulons une Europe qui protège ses travailleurs, une Europe du progrès social et non de la casse sociale. L'Europe n'est pas sociale. Faisons l'Europe plus sociale. Alors donc, l'Europe sociale dont on va parler, alors elle avance, puisqu'en 1973, il y avait 9 pays dans l'Union européenne. Aujourd'hui, donc, on est 28, on voit que ça avance, et donc on peut regarder ce qui se passe, par exemple, sur les salaires minimaux en Europe, de façon à avoir une bonne idée de l'Europe sociale. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de pays fondateurs qui ont des salaires minimaux à peu près à 1400-1500 euros par mois. Les États-Unis, j'ai mis à titre de comparaison, sont à peu près à 1000 euros par mois. C'est pour ça d'ailleurs au passage que Sanders propose de majorer de 40% le salaire minimal aux États-Unis pour le porter au niveau européen. Ensuite, vous voyez une deuxième série de pays, Slovénie, Malte, Grèce, Portugal, qui sont à 600, 700, 800 au niveau du salaire. Puis vous avez les pays de l'Est, Pologne, Croatie, etc., qui sont entre 400 et 300 euros pour la Lituanie, ce qui fait tout de même de la zone euro à peu près la seule zone monétaire où les salaires vont de 1 à 5, c'est quand même pas commun. La Chine est à 230 euros par mois, parce que malgré tout elle augmente son salaire minimal assez régulièrement. Sur le dernier plan quinquennal chinois, c'était plus de 13% par an de croissance du salaire minimal, donc c'est pour ça qu'il a monté autant. Et puis donc on a la Roumanie 220 et la Bulgarie 185 euros minimum par mois, ce qui nous fait donc dans l'Union européenne des salaires de 1 à 8. Une bonne nouvelle, l'Europe sociale avance, donc elle s'étend encore et en particulier aux plus grands pays européens, l'Ukraine. Et depuis le 1er janvier 2016, on est donc en libre-échange avec l'Ukraine. L'Ukraine, du coup, a évidemment été obligée de rompre son accord de libre-échange avec la Russie, avec un certain nombre de problèmes pour son économie, de problèmes géopolitiques. Et donc, on en arrive à la bonne question. Comme on est en concurrence avec l'Ukraine, quel est le salaire minimal en Ukraine ? 140 euros. 150 1 euro. 200, c'est moins. En 2015, il était 48 euros par mois. Il va un peu monter en 2016, peut-être à 55, peut-être 60 si tout se passe bien, parce qu'évidemment, en plus, leur monnaie a chuté. Et donc là, on est quand même de 1 à 30 dans la zone de libre-échange européenne, ce qui est record mondial, vraiment écrasé. Je vous ai mis aussi les salaires médians, qui ont aussi une importance. On retrouve à peu près les mêmes distributions. D'ailleurs, excusez-moi, je reviens en arrière, parce qu'on en reparlera rapidement tout à l'heure, mais les Pays-Bas sont aussi à 1500. Et ce genre de graphique fait un tabac vu de futur référendum le 6 avril sur l'accord d'association avec l'Ukraine.
Au niveau des salaires médians en Europe, on retrouve à peu près la même chose, évidemment ils sont un peu plus élevés, mais enfin on est quand même au niveau de la zone euro de 1 à 7 au niveau des salaires médians, au niveau de 1 à 11 dans l'Union européenne, et en Ukraine ils étaient donc à 110 de salaire médian, donc la moitié de la population à moins de 110 € par mois, ce qui nous fait encore à peu près du 1 à 30. Je vous tiens au passage qu'en Chine ils sont à 490, donc le salaire quand même médian commence à être très élevé avec de très grosses inégalités comme c'était souligné tout à l'heure. Donc finalement, l'Europe sociale avance, mais pas à une vitesse quand même extraordinaire. Et donc là, ce que j'ai souhaité quand même vous parler, c'est la façon dont je dirais, la politique a été mise sous tutelle économique au niveau des différents traités européens. Alors, j'ai fait une présentation assez complète, je vais la balayer très vite à l'oral, surtout pour ceux qui sont au fond. Vous la retrouverez sur le site des Éconoclastes pour regarder un peu plus en détail, mais c'est assez intéressant de comprendre ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Le point fondamental, c'est l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui précise que les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil. Et point 2, le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres. Très peu de personnes connaissent ce truc-là, mais qui est quand même assez fondamental. Ça signifie que les États ne sont plus maîtres de leur politique économique et qu'ils doivent obligatoirement les mettre en commun et respecter ce que dira le Conseil, donc, sur proposition de la Commission européenne. D'où c'est venu cette fédéralisation en outrance? En 92, le traité de Maastricht. En 97, on passe un pacte de stabilité et de croissance. En 2005, différents règlements sur les déficits excessifs, mais dans ce cas-là, on est toujours sur une vision assez budgétaire. En 2011 arrive ce qui s'appelle le six-pack, parce qu'il y a 6 règlements qui sortent, qui définissent le semestre européen. Et donc en 2011, on précise que, ce qui est fondamental, que la surveillance des politiques économiques ne doit plus se limiter à la surveillance budgétaire des États, mais qu'il faut aller plus loin, surtout en cas de déséquilibre macroéconomique excessif. Et donc que l'Europe doit contrôler ce qui se passe au niveau des politiques économiques et que les États membres tiennent dûment compte des orientations, ce qui était déjà quand même très sévère comme texte. Mais ça continue. En 2012, le fameux TSCG, où on a vu François Hollande tout à l'heure nous le revendre, soi-disant, vous savez, après la renégociation qu'il devait faire, mais qui n'a été malheureusement avortée. Et en 2013, ça continue avec de nouveaux règlements sur le suivi des plans budgétaires européens. Qu'est-ce que ça signifie donc, dans ces avancées de 2013? Qu'il faut un accroissement encore de la surveillance et de la coordination des États membres qui ont la chance d'avoir l'euro comme monnaie, puisqu'évidemment les pauvres Anglais ou les pauvres Polonais sont encore libres de leur politique économique. Et donc voilà, donc nous on a la chance d'avoir la Commission européenne qui va surveiller tout de même ce qui se fait au niveau des États. Ça veut dire quoi tout ça en pratique? Parce que ça a l'air très fumeux, machin, mais il y a un côté très pratique et c'est ce que je souhaitais vous présenter. Donc en pratique, tous les ans sortent des lignes directrices économiques. Donc les dernières sont du mois de juillet 2015, ça sort tous les ans au mois de juillet. Et donc qu'est-ce qu'elle précisait en 2015? Donc on est bien d'accord, c'est le Conseil européen qui dit voilà ce qu'il faut faire au niveau de toute l'Union européenne, en particulier de la zone euro. Donc il faut des réformes structurelles ambitieuses. Alors pour ceux qui parlent de FMI, réforme structurelle, ça fait déjà mal en général, mais là c'est ambitieux, donc c'est vraiment aller encore plus loin sur le marché du travail et la protection sociale, visant à renforcer la concurrence. Il est nécessaire de poursuivre des réformes du marché du travail et des systèmes de sécurité sociale, et donc encore les réformes du marché du travail. Vous avez compris qu'il y a quand même un truc là qui devient urgent pour la commande en tour. Un autre point important, il est essentiel d'éliminer les entraves pour accroître la concurrence. Évidemment, on est au cœur des politiques européennes. Un petit point, pense à vous. Il ne faut pas oublier l'information du capital humain. C'est vous, le capital humain. Il ne faut pas l'oublier. Un secteur financier performant est essentiel. Il y a des urgences. Il est nécessaire, je trouve ça très drôle, de mettre en place des mesures pour mettre en place un marché durable de la titrisation. La titrisation, c'est les processus financiers qui ont créé les subprimes. Mais c'était pas très durable, donc là, il faut essayer de faire un peu mieux ce coup-ci. Et bien sûr, de respecter les pactes de stabilité, etc., etc. Donc ça, c'est assez bref. D'ailleurs, on vous fait passer, je vous ai imprimé ces 2 documents. Ils sont très courts, ils sont parfaitement lisibles, très compréhensibles pour des textes juridiques. Ils font 3-4 pages. C'est assez frappant de lire ça. Donc c'est ce qu'il y a au sommet des obligations européennes. C'est quasiment des niveaux d'un traité. Et donc tous les pays doivent respecter ça. Donc ça, c'était les principes pour toute l'Europe. Mais évidemment, la Commission s'intéresse après pays par pays, et ils se sont vraiment bien intéressés à nous en 2015. Et donc, il y a une recommandation du Conseil par pays. Et donc là, c'est celle pour la France qui nous intéresse quand même un peu.
Donc l'analyse de la Commission l'amène à conclure que, pas de bol, la France connaît des déséquilibres macronomiques excessifs qui requièrent l'adoption de mesures décisives et un suivi spécifique. S'ajoute cette rentabilité et surtout une insuffisance de l'action engagée jusqu'à présent. Donc, quand on dit les gouvernements, bon, il faut même qu'ils arrêtent de rigoler et il va falloir respecter ce qu'on leur dit de faire. Alors, c'est très drôle quand on prend, ça fait donc 4 ans que c'est comme ça, tous les ans c'est de pire en pire au niveau du ton. Au début, ce serait bien que vous le fassiez, au deuxième, il faut le faire, et là, bon, ils commencent à s'énerver, donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire en 2016. Et donc, il faut prendre des mesures pour respecter les déséquilibres. Alors, on va parler un petit peu le bruxellois. Le Conseil fait une analyse par pays, et donc, bon, on a vu qu'on était en déséquilibre. Quels sont les pays en Europe qui, pour eux, n'ont pas de déséquilibre? Il n'y en a pas. Ça, c'est pas de bol. C'est vrai que quand il n'y en a pas, ils s'en occupent pas, mais là, vous regardez, tous les pays ont des déséquilibres, et il y a des niveaux de 2 à 5, donc il y a 4 niveaux au niveau des pays. Attention, vous avez les pays qui ont des déséquilibres qui requièrent l'adoption de mesures et une surveillance. Il y en a un certain nombre. Après, il y a des déséquilibres qui requièrent l'adoption de mesures décisives. Ouais, vous voyez, c'est le mot, ça rajoute décisive et une surveillance. En particulier, il y a l'Allemagne pour ses excédents commerciaux. Ensuite, vous avez les déséquilibres qui requièrent l'adoption de mesures décisives et une surveillance particulière. Et là, vous aviez, on a la France donc, qui est passée en 2014 à ce niveau-là. Et le point 5, ce sont des déséquilibres excessifs qui nécessitent des mesures décisives et une surveillance particulière, mais qui sont proches de la procédure pour des équilibres excessifs. Et la France est donc passée de ce point-là à ce point-là. Donc ça rigole plus avec la Bulgarie, avec l'Italie et avec le Portugal. Ça veut dire quoi tout ça? Oui, ça c'est aussi un petit tableau de synthèse au niveau de tous les pays. Hein, donc en rouge, c'est quand ça va pas pour la Commission, et très drôle, ça c'est avoir des finances publiques saines. Ça, c'est pas de bol, il n'y a pas un pays qui a des finances publiques saines. Ah, c'est pas de bol, 128 quand même. Puis il y en a plein, donc ça c'est les retraites, les fiscales, les taxations, le secteur financier, le marché immobilier. Les marchés immobiliers sont contents, a priori, il n'y a pas de problème en France sur le marché immobilier, ça se voit sur les prix, ils sont tout à fait normaux, etc. etc. Bon, vous regarderez. Alors, qu'est-ce qui nous cocotte? Parce qu'ils ne se contentent pas de faire ça. Ils nous disent, bon, voilà, la France doit prendre des mesures. Alors, évidemment, c'est très très large. J'ai mis celui-là parce qu'il me fait rire. Ils disent, par exemple, le numerus clausus de l'accès aux provisions de santé. Donc, la façon dont on recrute les médecins en France, ils se sentent concernés. Ils disent, bon, il faut changer la façon de sélectionner les médecins en France. Ce qui doit, j'imagine, participer au principe de subsidiarité européen. Où ils n'étaient pas censés quand même s'occuper de ce qui pouvait être traité au niveau national. Alors, on apprend que d'ici 2020, le gouvernement s'est engagé à réduire déjà la taxation des entreprises à 28%, c'est quand même une baisse importante des taxes aux entreprises, mais bon, c'est gentil, mais 2020 c'est trop loin, donc il faudrait vraiment d'urgence et à court terme rendre la fiscalité des entreprises plus propice à la croissance, donc il faut baisser la fiscalité des entreprises. Il faut aussi évidemment réviser le cadre juridique qui régisse les contrats de travail, si ça vous rappelle quelque chose. En particulier, parce que jusqu'à présent, bon, il y a eu des mesures, mais c'était quand même un peu mou des genoux, parce que ça donnait aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche. Cela limite la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. Donc, oui, le principe fondamental, c'est qu'il faut arriver quand même à moduler les effectifs. Et le dernier point, ce dispositif doit être revu pour donner plus de latitude aux entreprises pour adapter les salaires et le temps de travail à leur situation économique. Et ça, mine de rien, si on y réfléchit ce que ça veut dire que désormais, le salarié dans l'entreprise doit voir son temps de travail, bon, peut-être discuter un tout petit peu, mais qui doit voir le salaire aussi évoluer en fonction des conditions de l'entreprise. Donc autrement dit, le risque, finalement, qui pèse sur l'entreprise, est en train d'être basculé sur le salarié. Oui. Enfin, Olivier, mais l'Allemagne a la solution. Encore l'Allemagne. Grâce au statut des travailleurs détachés. Alors vous savez que là, ça discute un petit peu, il y en a qui tordent un peu le nez, et on peut lire que ce système des travailleurs détachés a abouti à des abus. Faut voir ce qu'on entend, enfin, j'essaie de voir ce qu'on met sous cette terminologie abus. Parce qu'en fait, les entreprises qui ont recours, et notamment les entreprises allemandes, ne font strictement rien d'illégal et ont appliqué de façon très germanique, c'est-à-dire on est discipliné. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le statut de travailleur détaché. Bon, ça s'inscrit bien sûr dans Schengen où il y a une libre circulation des personnes, mais ça veut dire aussi que pour un temps déterminé, on peut employer un contingent
de salariés auxquels on appliquera les normes sociales du pays d'origine. Alors quand vous avez la Bulgarie, la Roumanie, etc., vous voyez de quelles normes sociales on parle. Alors évidemment, avec l'Ukraine, on vient de faire encore un progrès supplémentaire. Alors jusqu'à présent, ça passait à peu près cette histoire des travailleurs détachés, sauf que là, ça commence à se voir. Mais en fait, ça se voit depuis très très longtemps en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez tous entendu, si vous avez entendu parler du transporteur Willy Betz. Willy Betz employait massivement des chauffeurs roumains, bulgares, etc., payés à peu près l'équivalent à l'époque, parce que ça commençait même avant l'euro, c'était l'équivalent de 500 Deutschmark, et ils étaient corvéables à merci. Ils travaillaient pendant 3 mois, ils parcouraient les routes européennes dans leurs camions à bâches jaunes, et on leur accordait royalement 3 semaines de vacances au pays, c'est-à-dire Bulgarie, Roumanie, etc. Et là, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui, justement, pour obtenir cette flexibilité, cette capacité de s'adapter aux conditions du moment, eh bien, ont un recours massif aux travailleurs détachés. Sauf que ça concerne les multinationales, les transnationales, ce n'est évidemment pas accessible aux PME. Sauf qu'aujourd'hui, le principal gisement d'emploi en France, ce sont les PME, et ce sont généralement des PME de services. Mais les grandes entreprises se disent qu'elles sont tout à fait capables d'offrir les mêmes services en faisant venir des travailleurs détachés. Donc, tout ce que préconise la Commission européenne, c'est déjà faisable. Et c'est déjà fait en l'état, sauf qu'aujourd'hui, comme on dit, ça se voit. Oui, donc l'idée est maintenant de changer aussi les législations nationales pour s'adapter, donc en flexibilisant, en mettant donc le risque sur les salariés. Vous notez au passage que les actionnaires ont, eux, un traitement différencié, puisque au contraire, de plus en plus, les actionnaires ont tendance à voir leur distribution protégée, quel que soit le résultat. En tout cas, l'objectif est déjà de donner des rémunérations régulières aux actionnaires, quitte à emprunter de l'argent quand les entreprises perdent de l'argent. Rapidement, alors pour les allocations chômage, il va falloir avoir une dégressivité et changer le taux de remplacement qui est de 57%, je le rappelle aujourd'hui sur le chômage, oui, donc il s'occupe, ça va loin sur ce qu'il demande. Et donc ça se finit par deux slides, ça c'était les considérants, ça c'est vraiment ce que demande la Commission européenne, ce que demande le Conseil à la France, donc prendre des mesures sur le système des retraites, sur la compétitivité, l'emploi, sur la formation. Le deuxième point, délimiter les obstacles, et je vais juste vous parler de celui-là, qui est de réformer le droit du travail afin d'inciter davantage les employeurs embauchés en contrat à durée indéterminée. Autrement dit, transformer le CDI en CDD, c'est ce que ça veut dire évidemment. À faciliter au niveau des entreprises et des branches les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail. Vous voyez que c'est exactement ce que fait la loi El Khomri. Le DIRCAB d'El Khomri qui a démissionné a expliqué que le truc est arrivé tout près de chez Manuel Valls, mais enfin chez Manuel Valls ils ont recopié ce que demandait aussi la Commission européenne, ça marche comme ça. Petit point amusant, donc ça c'est ce que demande la Commission, mais à un moment donné évidemment il faut bien répondre à la commande en tour. Et donc tous les ans, donc ici c'est le service du Premier ministre, font un rapport qui renvoie à Bruxelles en disant voilà ce qu'on fait quand même. Donc ça s'appelle le programme national de réforme, et à la fin il y a une petite annexe qui est très amusante, qui est le tableau de suivi des recommandations adressées en 2014, donc celle il y a un an de décalage. Et donc vous voyez, donc à chaque fois il y a ce qu'a demandé la Commission européenne, que je ne vais pas afficher ici, et donc ici la France répond, voilà, donc vous avez demandé, donc on a bien allongé la durée de cotisation des retraites en 2014, on a bien sous-indexé les régimes de retraite complémentaires, on a bien réformé la politique familiale, tout ça c'est fait, c'est en cours, on a modéré la dépense en matière d'aide au logement, on a réformé les retraites en 2014, on a créé des régions cohérentes, c'est ce que c'était demandé, donc effectivement pour faire ça, on a créé le CICE, on a baissé, ils appellent ça la baisse du coin fiscalo-social, c'est aussi du bruxellois, donc autrement dit on a baissé les charges, on a modéré la dynamique salariale, c'est important quand même de bien faire ça, le SMIC, la révélation annuelle, n'a pas été, il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC. C'est ce que donc répond le gouvernement. On a bien renforcé la concurrence dans les services. Alors tout ça, c'est la loi Macron qui est ici. Elle est sur les VTC, etc. Donc on a bien ouvert les commerces le dimanche et en soirée. C'est aussi la loi Macron. Là, pour gagner du temps, j'ai mis juste les titres. Donc on a réformé le tarif du gaz, le début public, la réforme ferroviaire, la réduction du taux d'IS, la réforme du collège,
Réforme de l'assurance chômage, enfin, c'est très très drôle. Hein. Réforme des chambres de commerce d'industrie, réforme du droit des contrats, etc., etc., baisse de la TVA. Donc on voit que, évidemment, la plupart des décisions qui sont prises par le gouvernement sont en fait des réponses aux politiques économiques de l'Union européenne. Ils ont très peu de marge. Donc, effectivement, les promesses d'Europe sociale qui vous sont faites, ceci étant en précisant qu'il faut changer l'Europe maintenant, c'était déjà en 2009, mais vous remarquez aussi que l'UMP précise qu'il faut continuer à changer l'Europe. Donc c'est bien parce que ceux qui font l'Europe vous expliquent qu'il faut la changer sans arrêt. Que l'Europe de l'impuissance, la France n'en veut plus. Bon, sans lien avec 2011 quand même. Attention que j'ai mis aussi sur sa campagne de 2008. Donc en conclusion, on voit, et je vous signale d'ailleurs ce petit ouvrage qui est très très bien fait, que l'Europe sociale, évidemment, n'est pas prête d'avoir lieu. Et donc malheureusement, j'ai tendance à préciser, n'oubliez pas qu'en 2017 il y a des élections régionales, puisque la région France va élire son président. Donc vous pourrez décider en 2017 du menu des cantines en France, si vous voulez, mais n'espérez pas avoir les moindres changements de politique. Elles sont déjà définies au niveau européen, et ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est des politiques qui sont définies en plus, qui sont quinquennales, donc c'est le programme jusqu'à 2020. Et évidemment, avec très faible probabilité que ça change un temps que soit peu d'ici là. Quant à l'Europe non sociale, bon, je ne vais pas m'étendre très longuement sur ce sujet-là, puisqu'on voit qu'elle est en plein progrès, avec un référendum néerlandais le 6 avril sur l'accord d'association avec l'Ukraine. Rassurez-vous, hein, il sera sans doute évidemment perdu et non respecté. Référendum britannique le 23 juin, beaucoup plus intéressant. La Grèce, bon, ça malheureusement, bon, qu'elle repose en paix, la pauvre. Il y a eu des pressions sur le gouvernement portugais. Si vous avez suivi ce qui s'est passé, c'était très intéressant. Il n'y a toujours pas de gouvernement en Espagne ni en Irlande, puis évidemment les gens ne sont pas contents. Le problème de la Catalogne, il est sur le feu. Pour le moment, ça bouillonne, mais ça ne va pas tarder à se réveiller. Du coup, ça donne des idées en Belgique. Évidemment, si les Britanniques sortent, il est probable que l'Écosse demande son indépendance, donc ce sera à suivre aussi cette année. Forte tension actuellement, vous avez noté, avec les gouvernements de Hongrie et de Pologne. Sentiment anti-euro qui monte fortement en Finlande et en Italie. Forte russophobie, évidemment, de l'axe Suède, Pologne et Pays-Baltes, avec les problèmes liés avec sur Russie. Crise des migrants, il y a quand même plus beaucoup de pays quand même où ça va formidablement bien dans la zone, vous noterez. Et donc, oui, c'était le petit slide de départ. Malheureusement, on voit qu'on a une décomposition qui a lieu et qui risque de se poursuivre en 2016-2017. Les mêmes causes produisant malheureusement les mêmes effets. Donc ce sera à suivre après dans les prochaines conférences Iconoclastes. Merci beaucoup.